Nous sommes vendredi 19 juillet 2019. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance. Les titres pour démarrer. Des élections transparentes et paisibles ne sont pas possibles au Burundi tant qu'une partie de la population a fui le pays et d'autres Burundais qui continuent à subir des graves violations humaines. Observation de la Ligue ITK qui s'appuie sur plusieurs cas de militants du parti CNL qui sont tués et incarcérés dans des prisons pour leur opinion politique. Et la communauté internationale et surtout la sous-région doit prendre conscience de l'urgence de trouver une solution à la crise burundaise, même si la solution durable doit venir des Burundais. Lecture faite par Maître Janvier Bigirimana, secrétaire général du FOCODE. Et l'Organisation mondiale de la santé a déclaré ce 17 juillet l'urgence sanitaire mondiale, une alerte donnée après le décès du premier cas détecté à Goma, deuxième ville du pays frontalière avec le Rwanda. Voilà pour les principaux titres. Politique pour démarrer, le contexte sociopolitique et économique continue à se détériorer au Burundi. Dans son rapport du mois de juin, le Forum pour le renforcement de la société civile FOSC trouve que le régime de Pierre Nkurunziza est aujourd'hui préoccupé par les élections de 2020, au moment où le peuple burundais meurt de faim, de maladies et de misère. Suivez ici Ernest Nkurunziza, le secrétaire exécutif du Forum du FOSC. Suivez-le. Dans ce rapport du mois de juin 2019, nous mettons en exergue la détérioration du contexte sociopolitique et économique où le régime de Pierre Nkurunziza est préoccupé par des élections de 2020 au moment où le peuple burundais est en train de mourir de faim, de maladie et de misère. Pierre Nkurunziza a transformé le pays en un terrain de guerre, en un terrain de bataille qui fait de plus en plus de victimes. Ce rapport du mois de juin met en exergue aussi les abus commis par la jeunesse. Il enseigne cette jeunesse burundaise à faire la guerre au lieu de l'atteler aux activités de développement. Le rapport dénonce la personne de Pierre Nkurunziza quand ce dernier fait tout pour dissimuler les conséquences désastreuses de l'épidémie de paludisme et du choléra dans sa logique criminelle qui consiste à manipuler la vérité et dans sa tentative vaine de cacher le mal qui ronge le peuple burundais. Dans le secteur de l'éducation, le rapport montre comment les enfants divisés en deux, ceux qui sont membres du parti CNDD-FDD au pouvoir et ceux qui ne le sont pas. Nous dénonçons les violences sexuelles contre les fillettes à l'école comme cause de renvoi de l'école. Pendant ce mois de juin 2019, en effet, au moins 15 enfants ont été renvoyés de l'école en province de Bubanza, accusés de grossesse, alors que les instances de justice n'avaient rien fait pour poursuivre les auteurs, pourtant bien identifiés ou identifiables, parce que sous la complicité des ténors et du parti au pouvoir. Ce rapport de 25 pages aborde beaucoup d'autres faits qui illustrent la gouvernance du régime Pierre Nkurunziza, assassinat des membres du nouveau parti CNL, du député Rwasa Agathon, que Pierre Nkurunziza craint être à mesure de le concurrencer sur le terrain politique. Des élections transparentes et paisibles ne sont pas possibles au Burundi tant qu'une partie de la population a fui le pays et d'autres Burundais continuent à subir de graves violations humaines. Lecture faite par le président de la Ligue ITK, en chair Nico Yagize. Il donne ici l'exemple des militants du parti CNL qui sont tués et incarcérés dans des prisons pour leur propre opinion politique. La Ligue a dit qu'il y aura une élection libre, ça serait vraiment mentir. Surtout que dans les élections libres, donc, il y a beaucoup de paramètres. Il y a le cadre légal qui doit être aussi assaini. Et vous savez comment a été votée la nouvelle constitution. Vous savez comment la CENI a été mise en place. Donc tout ça. Donc, à part ça,
dans ces derniers jours, vous voyez donc que les violations augmentent de jour au jour. Il y a des gens qui sont assassinés de jour au jour, il y a des gens qui sont portés disparus, des personnes qui sont arrêtées arbitrairement, des viols aussi. Donc, et des fois des chicaneries entre les frères. Et en réalité, quand on craigne, le pire, surtout que donc, on voit que sur le parti CNR qui vient d'être agréé, et le CNDD, il y a des confrontations dans différents coins du pays. Et cela risque de conduire le pays dans le pire. Si un jour les CNR disent c'est assez, on ne va pas continuer à être assassinés comme les mouches, ils vont se révolter. Et ça sera donc la catastrophe dans le pays. Le journal poursuit. La police a tué 2 personnes sans défense à bout portant. L'accusation est du Forum pour la conscience et le développement FOCODE. Denis Ndayishimize, vice-président du FOCODE, parlait ni plus ni moins d'assassinat. Le défenseur des droits de l'homme fait référence à 2 hommes que le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Ngourikié, a dit avoir été tués par des policiers qui se défendaient parce que les premiers allaient leur tirer dessus. Selon Denis Ndayishimize, la déclaration de Pierre Ngourikié est un pur mensonge car des images parvenues au FOCODE montrent que les 2 hommes en question étaient ligotés. Suivez. Et nous avons reçu des images qui corroborent les informations que nous avons reçues, où un commissaire provincial de Bubanza a assassiné de façon extrajudiciaire, de façon sommaire, des citoyens burundais. Et selon les informations reçues, selon les informations parvenues au FOCODE, et des informations vraiment crédibles, ces gens n'étaient pas des voleurs, ces gens n'étaient pas des malfaiteurs, ces gens c'était des citoyens habitant la zone Kinama de la mairie de Bujumbura. Ils ont été arrêtés en pleine journée, ils ont été menottés, ils ont été ligotés et puis embarqués dans un véhicule et amenés là-bas, d'abord à Bubanza, puis là où ils ont été exécutés à Gihanga. Ces gens, ils ont été exécutés par un responsable à haut niveau, un commissaire provincial du nom de Prosper Maniramba, et qui, selon des informations également reçues, a même déjà servi comme a même servi dans une mission de maintien de la paix. Vous comprenez ça? Il a servi dans une mission de maintien de la paix et il a osé commettre un tel crime horrible. Donc ces gens, ils ont été vraiment pris chez eux et puis amenés dans un lieu où ils ont été exécutés sommairement. Donc au FOCODE, nous avons reçu des informations, nous avons reçu des images, nous avons reçu des vidéos qui montrent ces gens, lorsqu'ils avaient été déjà assassinés, tirés à bout portant par ce commissaire sans aucune forme de procès, sans enquête judiciaire, rien du tout. Donc au FOCODE, nous prenons ça comme un crime odieux, une exécution extrajudiciaire, une exécution, un crime qui fait partie des crimes contre l'humanité. Vous voyez. Alors, au FOCODE, c'est vraiment déplorable. Le message que nous avons, c'est vraiment déplorable, c'est condamnable, nous condamnons cela. Et pour nous, c'est lié à l'environnement général, où au Burundi, il n'y a pas d'état de droit, où au Burundi, le crime est devenu, je dirais même, légalisé pour des gens qui soutiennent le président Nkurunziza, pour des gens qui soutiennent le parti au pouvoir. Il n'y a plus rien à espérer de la part du gouvernement burundais. C'est l'expression de désespoir de Denis Ndayishimize, vice-président du FOCODE, qui appelle les Burundais à être vigilants et noter toutes les violations des droits humains. Selon lui, les auteurs de ces violences finiront un jour par en répondre. Encore une fois, suivez-le. Moi, je ne demanderai pratiquement rien au gouvernement du Burundi, parce que moi, je le considère comme un gouvernement vraiment... c'est une zone, c'est un état de non-droit, c'est un gouvernement, je dirais même irresponsable, là où les criminels font régner la pluie et le bon temps, et la justice est là-bas au frigo, ne fait pratiquement rien. Donc, plutôt, je demanderai aux citoyens burundais de se secourir mutuellement,
aux citoyens burundais de se venir en aide, aux citoyens burundais de réellement communiquer ces informations, de faire le monitoring de tout cela, de communiquer ces informations, de même les consigner par écrit quelque part, afin qu'à un moment donné, ces criminels soient traduits en justice, soit devant les juridictions burundaises, parce que le Burundi ne restera pas sous le joug d'un dictateur comme il est aujourd'hui, ou bien devant des juridictions internationales réellement indépendantes. Même si la solution durable doit venir des Burundais, il est difficile de compter sur eux dans le contexte actuel. Pour Maître Janvier Bigirimana, secrétaire général du FOCODE, la communauté internationale et surtout la sous-région doit prendre conscience de l'urgence de trouver une solution à la crise burundaise. Il l'a dit dans l'émission Club de la presse où il était invité. Les meilleures solutions devraient provenir des Burundais eux-mêmes. Aujourd'hui, on a une injustice qui est tétanisée. Et c'est la même justice qui était censée être gardienne des droits et libertés des citoyens. Mais aujourd'hui, le régime de Nkurunziza a rigoté le pouvoir judiciaire burundais et ce pouvoir n'est plus à même de protéger les Burundais. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, à mon avis, il est très urgent et important que la communauté nationale, même si c'est quelque chose d'un peu abstrait, c'est là j'évoque la région, la communauté est-africaine, l'Union africaine des Nations unies. Nous pensons que nous avons beaucoup besoin de leur soutien pour qu'en fait le régime soit contraint à accepter que la situation au Burundi est chaotique et qu'elle doit changer. Mais à côté de cette communauté internationale qui apparemment n'est pas aussi efficace, je pense que les Burundais eux-mêmes, qu'ils soient de l'intérieur du pays ou de l'extérieur du pays, nous pensons que nous devons prendre conscience qu'on a un régime qui a pris en mode de gouvernance le mensonge, les tueries et tous les crimes qui sont commis sur la population burundaise. On a un régime qui est devenu ennemi de la population et je me dis que ce régime doit être combattu par toute la population burundaise parce qu'il y va de l'intérêt de la génération future, du peuple burundais présent, pour pouvoir se défaire de ce régime, parce que c'est un régime très dangereux. Je vous le disais dans les titres, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré ce 17 juillet l'urgence sanitaire mondiale. La raison de cette déclaration est que l'épidémie d'Ebola en RDC, qui a tué 1668 personnes depuis l'été dernier, une alerte donnée après le décès du premier cas détecté à Goma, deuxième ville du pays frontalière avec le Rwanda. La décision de déclarer une urgence de santé publique à portée internationale est prise par un collège d'experts de l'OMS. Pour cela, l'Organisation mondiale de la santé prend en compte plusieurs critères, au premier rang desquels le risque de propagation du virus à l'international. Et avant de clore cette édition, les généraux au pouvoir au Sud-Soudan et les meneurs du mouvement de contestation ont signé mercredi 17 juillet 2019 un accord de partage du pouvoir pendant la période de transition après la destitution d'Omar el-Bashir en avril. Des discussions doivent encore avoir lieu dans les prochains jours sur les autres points en litige d'un accord trouvé le 5 juillet entre les deux parties, selon la contestation. D'autres détails avec Révérien Bazikam. Cette signature historique entre l'armée et les manifestants constitue un premier pas vers un gouvernement civil au Soudan. Une transition civile était au cœur des revendications des manifestants depuis la chute d'Omar el-Béchir il y a 7 mois. Cet accord est pris aussi comme une solution aux troubles qui ont éclaté. Les meneurs de contestation demandaient toujours une attente sur le partage du pouvoir. Du côté de l'armée, le chef adjoint du conseil militaire, Mohamed Hamadan Daglo, salue un moment historique. Quant à la contestation, Ibrahim Al-Amin a déclaré une satisfaction face à cet accord politico-historique. Parmi les grandes clauses de l'accord, la création d'un conseil souverain considéré comme une instance de transition chargée de gérer la transition pendant une période de 3 ans. Le dit conseil sera composé de 5 militaires et de 6 civils. Cependant, même si l'envoyé spécial de l'Union africaine a déclaré un accord très important, des questions restent dans les têtes des Soudanais. Il s'agit entre autres de l'organe qui dirigera la transition, les fonctions et les pouvoirs du conseil de souveraineté.
Merci à Révéré Bazikamuré. Et c'est sur ce reportage que nous mettons un peu final à cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.